la question du blé, justement, eh bien, on va partir en Ukraine, sur le terrain, à Odessa, puisque le premier bateau chargé de céréales ukrainiennes a donc quitté le port d'Odessa ce matin. Sur place, ce sont nos envoyés spéciaux Charles Ignorel et Axel Charles Messens qui ont suivi ce tout premier départ, un départ qu'on a beaucoup attendu, Charline. Ah oui, il était attendu parce que ça faisait 3 jours qu'il était censé partir et puis sans cesse retardé. Ce matin, on nous dit, allez, à 7h30, c'est bon, il part. Finalement, retardé d'1 heure encore. Et là, c'est bon. Le navire est au large des côtes ukrainiennes. Il continue sa trajectoire. Il est évidemment escorté par les autorités ukrainiennes. Et bien, cette opération, elle est évidemment cruciale. Alors, au niveau de l'équipage, on nous disait qu'il y avait une forme de fierté, mais aussi un peu d'angoisse de savoir si tout allait bien se passer pendant ce trajet. Simplement pour vous donner un ordre d'idée, il y a 25 millions de tonnes de blé qui sont coincées dans les ports ici, Odessa et aux alentours. Ce bateau-là, il peut en charger 26 000. Si vous faites un peu les calculs, que vous êtes bon en maths, eh bien, il faudrait environ 1000 bateaux pour acheminer ces 25 millions de tonnes de blé. Donc, on ne va pas crier victoire trop vite. En revanche, cette opération est un premier succès. Maintenant, les autorités ukrainiennes nous disent qu'il y a quand même des risques. Il y a le risque, évidemment, d'une attaque de la Russie. Ça, c'est ce qu'elle redoute, mais aussi de ces mines maritimes qui dérivent. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, d'exemple, Solène, c'est qu'il y a une mine maritime qui a été retrouvée à 2 kilomètres au large des côtes roumaines. Donc vous voyez, pour l'instant en tout cas, on attend de savoir si tout cela se passe bien. Merci beaucoup, Charles Ignorel, avec Axel Charles Messens depuis Odessa. Le temps pour moi donc de vous présenter nos nouveaux invités avec Nadejda Koutepova qui nous a donc rejoint. Vous êtes un réfugié politique russe, membre de l'association Russie Liberté et également juriste. Et puis sur la gauche de votre écran, nous sommes en direct avec Cyril Amourski, reporter de guerre au Kiev Independent. Cyril Amourski, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans LCI Midi. D'abord une question sur ce premier navire chargé de céréales ukrainiennes qui a donc enfin quitté le port d'Odessa. Quelle est la réaction des Ukrainiens sur place? Je pense que c'est un soulagement, très clairement. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que hier, par exemple, en ce moment, je suis à Nikolaev, enfin Mykolaïv, et la ville, elle est régulièrement touchée. Hier, il y a eu 42 missiles à peu près qui ont bombardé toute la ville. Et l'une des personnes qui a perdu sa vie justement au cours de ces attaques, c'est Oleksiy Vodatursky. Vodatursky, c'est un oligarque local, une personne très très riche. Forbes estimait sa fortune à peu près 430 millions de dollars l'année dernière. C'est une personne qui était le vice-président de l'association du grain ukrainien, donc l'une des plus grandes, enfin la plus grande association ukrainienne d'agriculture. Et hier, elle a été assassinée. Il y a eu un missile qui s'est abattu très précisément sur sa maison, sur son bunker, et dans le quartier où il résidait, aucune autre maison n'a été impactée. Donc très clairement, les dirigeants ukrainiens ont annoncé, ainsi que le maire d'ailleurs, que c'était une attaque ciblée. Donc à ce moment-là, effectivement, il y a eu un moment d'inquiétude, parce que Vadatursk, qui participait lui aussi aux négociations autour du blé ukrainien, et on s'inquiétait effectivement, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Comme vous l'avez mentionné récemment, cela faisait déjà 3 jours que ce processus aurait dû être entamé. Et enfin, aujourd'hui, le bateau est parti. Je pense que c'est effectivement un soulagement pour la population ukrainienne. Merci Cyril Amourski, restez bien avec nous parce que j'ai encore quelques questions pour vous. Nadejda, il nous parlait, Cyril Amourski, de ce mania ukrainien, exportateur de céréales, qui est donc mort dans un bombardement. Il était dans sa maison avec sa femme est décédée également. Alors on n'a pas la preuve qu'il a été directement visé par une frappe russe, mais pour vous, ça peut être un hasard? Ça paraît gros, Euh, c'est vrai. je ne pense pas, parce que vous savez que, bien sûr, je ne peux pas vous dire quel rôle joue et jouait cette personne dans les négociations, mais je suppose que une des buts principales du gouvernement de Poutine aussi a tué des personnes clés d'administration ukrainienne. Et car c'est la question des blés, des famines, des questions qui sont très sensibles sur le niveau mondial, je suppose que ça peut être aussi cette personne qui a été visée. On verra, parce qu'avec le temps, ça sera plus clair. Est-ce que c'était il qui était but ou c'est des dirigeants ukrainiens? Et toutes mes condoléances à l'Ukraine en raison de cette frappe. La Russie n'est pas pardonnable, je répète toujours.
Ouais, Zelensky qui parlait d'un héros de l'Ukraine. Alors pour l'instant, pas de preuve qu'il ait été directement visé, mais c'est un conseiller du président ukrainien, je précise, qui disait donc que les missiles auraient touché la chambre à coucher donc de l'homme d'affaires et qu'il était directement visé. Ouais. Affaire donc à suivre, on verra les résultats de l'enquête générale. Pour revenir quand même sur cette actualité, sur ce navire de céréales ukrainiennes qui a enfin quitté le port d'Odessa, est-ce que c'est un tournant dans cette guerre? C'est la première fois quand même qu'on a une coopération, une entente, une sorte d'entente entre l'Ukraine et la Russie. Il y a un accord économique où chacun intéresse à ce que ça fonctionne bien. Bon, effectivement, un bon signe, c'est qu'un navire, pas deux, s'en va pour voir déjà si la route est libre. Je dirais que c'est déjà un test, en fait. On est plus sur le test de voir si d'autres navires pourront suivre après, s'il n'y a pas d'incident. Bon, personnellement, je ne crois pas trop à une agression russe sur ces navires. En revanche, qu'il puisse avoir un incident, je dirais, que je qualifierais de militaire avec la rencontre avec une mine, c'est une possibilité. Bon, maintenant, il faut attendre que ce navire arrive effectivement à son port d'arrivée pour bien observer ce qui se passe, les réactions des uns ou des autres. Mais alors, je ne dis pas que c'est un tournant. Non, il y a un échange de bons procédés parce que tout le monde y a intérêt. C'est un accord dans la guerre, ce qui est un peu surprenant. C'est un accord économique dans la guerre. Il faut quand même s'imaginer. C'est quand même assez original. Voilà. Nadejda? Mais en tant que Russes qui sont contre Poutine et contre la guerre, je voudrais souligner que nous observons avec grande attention ce premier navire qui est passé, parce que je pense que ça peut être une première fois où on pourrait voir une bonne foi, une bonne volonté à faire quelque chose, parce que les questions qui ont touché, c'est la population mondiale, c'est la famine, et je voudrais prier comme ça. On a vu, oui, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites tous les deux. Grand test, est-ce que c'est un test? D'abord, est-ce que c'est bien déminé c'est bien, non, grand test politique. Ce navire, il arrive demain. Où ça? Tiens, à Istanbul. Alors on imagine vraiment comment, évidemment, Erdogan va utiliser l'arrivée de ce navire. Est-ce qu'il se présentera d'ailleurs lui-même sur le port d'Istanbul pour lui c'était bon vent, c'est-à-dire pour passer évidemment le détroit et puis arriver à Tripoli au nord de Beyrouth, mais Tripoli au Liban, hein, pas Tripoli en Libye. Donc ça c'est un vrai sujet sur ce navire. C'est quand même un petit espoir de paix. Je suis assez d'accord avec l'idée que les Russes on les voit mal faire une telle provocation. Après, la question est, sur cet accord économique, comment la partition se joue ensuite? Est-ce qu'on peut signer un accord sur le blé et continuer à détruire les populations civiles, et continuer à détruire les villages, et continuer à souffler le chaud et le froid dans les relations internationales? C'est un vrai questionnement. Est-ce que ce traité commercial, on a toujours, depuis que le monde est monde, on essaie de résoudre les problèmes d'antagonisme entre les pays à travers évidemment les routes commerciales et les traités commerciaux. Est-ce que ce traité commercial est de nature à ouvrir sur autre chose? C'est un vrai questionnement. En tout cas, demain, c'est le triomphe d'un homme que l'Europe ne voulait pas voir advenir. C'est le triomphe de Erdogan demain. C'est le triomphe de la Turquie qui devient une sorte de pivot central de l'organisation de l'OTAN et pivot central dans cette guerre entre la Russie, qui est l'agresseur, on ne le dira jamais assez, et l'Ukraine. Non, c'est pas une guerre, tout ne se vaut pas. Hein, donc l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et on se retrouve avec cet homme finalement qui a ces relations si complexes et avec lequel nous avons des relations si complexes, qui finalement demain sera le grand triomphateur. L'essentiel étant que les populations puissent se nourrir, et ça c'est le plus important. Cyril Amourski, les Ukrainiens, j'imagine que vous avez entendu ce que vient de dire Françoise de Gaulle, les Ukrainiens ont-ils confiance, croient-ils, en un accord qui a été finalement chapeauté, qui a été signé sous l'égide de Recep Tayyip Erdogan? Alors, toute première chose, j'aimerais tout de même préciser qu'à mon avis, alors effectivement, on n'a pas 100% de preuves à ce sujet, mais que c'était une attaque qui était clairement ciblée contre Vodatulski. J'étais sur les lieux environ une trentaine de minutes juste après l'attaque, et un photographe avec lequel je travaillais était la seule personne représentante des médias qui a eu accès au lieu, et elle a vu que c'était clairement le bunker qui a été touché. Non pas la cuisine ou bien un autre lieu, c'était clairement son bunker qui a été impacté. Donc je pense qu'il était très clairement la cible. Et une fois de plus, tous les autres bâtiments du secteur sont restés intacts. Pour revenir à votre question, je pense que les Ukrainiens, évidemment, pour eux, cette question elle est importante, mais les questions qui les préoccupent le plus, ce sont les questions internes qui concernent la guerre. Par contre, si on revient clairement à la question, on va dire,
euh, de la confiance en Erdogan et des institutions internationales. Il n'y a pas vraiment de confiance aux institutions internationales, mais pour une certaine raison, il y a plus ou moins une confiance en Erdogan. Mais je pense que cette confiance, elle se traduit surtout par un soutien, ou bien pas un soutien, mais une approbation en fait des Ukrainiens de l'action de l'entreprise de Baïkar, il me semble, qui a fourni des Bayraktar donc à l'Ukraine. Et grâce à cela, en fait, les Ukrainiens ont une opinion plutôt positive de la Turquie et donc par conséquent de Erdogan. Cela dit, c'est un accord qui est très important. Les Ukrainiens, je pense, pour la plupart, n'étaient pas sûrs qu'il allait aboutir à quoi que ce soit. Nous avons vu il y a à peu près une semaine que les Russes avaient attaqué les ports de Odessa et qu'ils avaient très clairement visé et ciblé les stocks de grains. Aujourd'hui, on voit qu'un bateau est enfin parti. C'est un souffle. On verra ce que ça donne dans les jours à venir. Cyril Amourski, donc vu que vous êtes sur place, j'imagine que vous avez assisté aussi au départ de ce premier navire, donc depuis le port d'Odessa. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est organisé? On imagine qu'il y avait énormément de travail avec ces chargements de céréales ukrainiennes. Alors, je ne vais pas pouvoir vraiment vous décrire ces situations parce que moi, je suis à 2 heures de la ville. Je suis à Mykolaiv, qui est une ville en ce moment préfrontalière, qui est juste à côté de Kherson et qui est régulièrement bombardée.